Comme annoncé, notre invité de ce matin dans les studios de Télémétropole est monsieur Jerry Tardieu. Jerry Tardieu, en quelques mots, diplômé de la prestigieuse université de Harvard en 2000, écrivain, homme d'affaires, ex-député de Pétionville qui a laissé un bilan positif. Son premier cheval de bataille ces derniers temps, c'était une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, cette bataille qui a débouché sur 30 propositions concrètes. Aujourd'hui, Jerry Tardieu est le président d'un mouvement politique qui s'appelle En avant, tout un programme. Et vous l'avez bien dit, son cheval de bataille, c'est une nouvelle constitution. Juste avant d'entrer de plein pied dans ce qui nous préoccupe en termes de bilan, j'ai envie de lui dire, d'abord, est-ce qu'il est au courant de ce sondage réalisé récemment par BRID, cette organisation, encore cette structure qui est en Haïti depuis plus de 25 ans et dont le travail consiste tout simplement à faire des sondages. Le dernier en date, l'Espoir ou encore révèle que plus de 87% des Haïtiens interrogés souhaitent qu'il y ait une nouvelle constitution en Haïti. Est-ce que ça va dans la droite ligne de ces idées? Bonjour, Jerry Tardieu. Bonjour, Wendell Théodore. Bonjour, Serge Klein. Et vous allez réagir comment à ce sondage? Eh bien, avant même que je ne réagisse, j'aimerais quand même vous remercier, Serge et vous, d'avoir eu l'amabilité de m'inviter à commenter l'année 2020. Et j'espère que nous allons, à travers cet exercice, éclairer la lanterne des auditeurs de Radio et Télémétropole. Et merci beaucoup. La Constitution, le sondage. Le BRID, effectivement, c'est une entité, c'est une compagnie qui fait des sondages reconnus. Et ça ne m'étonne pas, les 87%. Parce que sur ce plateau-là, pendant 3 ans, j'ai été souvent invité à l'émission Le Point et j'ai toujours fait valoir qu'à travers tout le pays, la vaste majorité des secteurs consultés estimaient qu'il fallait réviser, réformer, revoir, améliorer la Constitution. Donc ce sondage est en ligne droite. Le problème ne se situe pas nécessairement dans la nécessité ou l'opportunité ou pas de changer la Constitution. Je crois que le plus important, c'est dans la méthode. Parce que quand on parle de nouvelle Constitution, il faut qu'il y ait un processus participatif. Et c'est aspect ça qui va être sauté et qui jusqu'à présent gagne pile zone d'ombre. Parce qu'on parle d'un référendum populaire pour avaliser une proposition d'un conseil consultatif indépendant. Cependant, qui va organiser ce référendum? Et probablement le conseil électoral en place. Or, celui-là est décrié et il a été mis en place en quelque part aussi en dehors de toute concertation. Donc, sur une question aussi importante que la Constitution, je ne suis pas étonné de ce résultat. Par contre, je dis attention, si nous voulons vraiment toucher la Constitution comme il faut que le processus soit participatif et que tous les secteurs de la vie nationale soient impliqués, pas seulement dans la rédaction, dans la réflexion, comme je l'ai fait lorsque j'étais à la tête de la commission, qui m'a souvent amené ici à commenter le rapport de cette dite commission. Il y a plus de 70% d'Haïtiens sondés, interrogés, qui pensent qu'avoir une chambre bicamérale n'est pas nécessaire et que l'on devrait avoir une chambre monocamérale. Et ça me joint tout, oui. Pas oublier que ma commission, nous fait 1 an, nous faisons consultation nationale dans tout le pays. Bon, moi, je pourrais dire, et c'est dommage que je le dise parce que je ne suis pas d'accord. Mais c'est ça me joint, il faut me partager. 9 Haïtiens sur 10, très mécontents des performances de la 50e législature, ils disent nous, est-ce que le pays a besoin de chambres? Est-ce que le pays n'a pas besoin de parlement monocaméral? C'est vrai. Ce sont des informations qui me sont venues aussi de la population que j'ai consultée et qui a très clairement fait valoir qu'au niveau du système politique haïtien, le Parlement causait problème. Moi, je toujours dire, attention, ce n'est pas tant le Parlement comme institution qui cause problème, mais c'est probablement les parlementaires qui faillissent à leur mission. Donc ça ne m'étonne pas. Oui, et ça faisait d'ailleurs partie des fameuses 30 propositions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire élimination du Sénat, réduction du nombre des députés, et puis surtout peut-être la grosse question, c'était élimination du poste de Premier ministre remplacé par un vice-président. Absolument. Les propositions que nous avions faites étaient des propositions osées.
audacieuse. Je dirais même certains qualifieraient de révolutionnaire, puisqu'on parle d'un nouveau régime politique. Et effectivement, on avait proposé qu'il y ait un député par arrondissement au lieu de commune. Cela ferait baisser le nombre de parlementaires. Mais attention, ça c'était justement le feedback des populations que nous avions rencontrées. Pas nécessairement les positions des différents membres de la commission que je présidais. Nous étions 9. Ouais. Donc, mais puisqu'on avait un double mandat, c'était de s'enquérir de l'opinion de la population et maintenant les colléger et les mettre en forme pour offrir des propositions d'amendement. Ce que vous aviez fait dans tout le pays. Absolument. Est-ce que ces propositions sont dans la poubelle? Est-ce qu'on va en tenir compte? Quand j'entends parler et le président de la République, quand j'entends parler des alliés et du président, je souris des fois. Parce que, au fond, ce sont quasiment toutes les recommandations de la commission Tardieu qui remontent sur le tapis. Absolument. Un président et un vice-président, un changement de régime politique, un système judiciaire plus indépendant, une seule mairie, intégration des Haïtiens vivant à l'étranger, le droit de vote des Haïtiens vivant à l'étranger, leur représentation au Parlement, une justice plus indépendante et plus forte, retirer la décharge fiscale comme une arme entre les mains du Parlement, qui est une assemblée politique. Donc, en quelque part, malheureusement, j'ai peut-être, en tant que président de la commission, été victime, je dirais, des ambitions qu'on me prêtait. Il fallait détruire la commission Tardieu, même quand le rapport Tardieu, excusez-moi de parler du rapport Tardieu, c'est simplement du fait que j'ai présidé la commission en langage parlementaire, ça se passe comme ça. Mais bon, comme j'ai toujours dit à tous les acteurs qui voulaient savoir mon opinion, je leur réponds toujours. J'ai déjà tout donné. J'ai passé 2 ans au Parlement. Le rapport est à la disposition de l'État et de la nation. Ils en font ce qu'ils voudront. Avez-vous été... C'est ce que j'allais demander. Oui. Allez-y. Non. Quels sont les rapports de la commission Tardieu avec l'actuelle commission indépendante? Aucune. Je dois vous avouer que j'avais été contacté par l'exécutif, et pour ne pas le citer, par un conseiller du président, qui voulait savoir si j'aurais été intéressé à présider une commission travaillant sur une nouvelle constitution. Ce à quoi j'ai automatiquement et très sincèrement répondu non. Non, parce que j'ai été député. J'ai travaillé sur la réforme constitutionnelle, sur l'amendement constitutionnel. Je pense que je l'ai fait dans un temps où on pouvait le faire, parce que la Constitution prévoit le mécanisme à travers lequel on peut amender et toucher une Constitution. Aujourd'hui, le processus enclenché par l'exécutif me paraît très opaque. Je ne me retrouve pas dans le caractère non participatif. Et je me dis que même quand il en sortirait un très bon texte, je me demande comment on va le valider. Parce que je répète et je persiste, un changement constitutionnel, une nouvelle Constitution passe par un accord politique inclusif ou alors une entente entre les secteurs représentatifs de la vie nationale. Jerry Tardieu, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment vous aurez classé les événements qui ont marqué 2020 en Haïti? Oui. Par ordre d'importance. Bon, en général, pour faciliter une conversation éclairée, je dirais sur le bilan d'une année qui fait quand même 12 mois. Et j'aime bien trouver des éléments qui peuvent accrocher les téléspectateurs, surtout dans une émission comme celle-ci. En fait, je dirais que l'année 2020, en quelque part, a été une année de crise. Une année de crise, mais marquée par ce que j'appellerais les 3 I. Instabilité, incertitude et, je dirais, insécurité. Instabilité, parce qu'on va dire instabilité économique et sociale. Nous avons eu la crise du dollar, on va y revenir. On a eu quand même l'économie a régressé selon les statistiques. Il y a eu plus de chômage, il n'y a pas eu de croissance économique, il n'y a pas eu d'emplois créés. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité, de volatilité au niveau de l'économie. On a eu des finances publiques qui ont quand même enregistré des statistiques au rouge. Nous parlons quand même d'un déficit de 47 milliards de gouttes. Et la masse monétaire a augmenté de 45 milliards de gouttes. Pour vous donner une idée, elle est en tout de 126 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'il y a un déficit budgétaire qui a favorisé l'inflation et qui a mis à mal l'économie. L'instabilité aussi, elle était institutionnelle. On a parlé de la Constitution. Si on a un exécutif qui parle ou qui désire changer une Constitution, c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement de l'État.
et institutionnelle aussi, parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont été mises à mal. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Conseil électoral qui a été monté dans ces conditions, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il y a quand même eu un problème où les institutions haïtiennes nous sont souvent apparues comme affaiblies, fragilisées, ou des fois même vassalisées, dans le cas probablement de la justice, pour ne pas la citer. Donc ça, c'est le premier I. Donc, instabilité. Il y a aussi, je dirais, l'insécurité. D'abord, l'insécurité sanitaire. 2020, c'est l'année du Covid. Pandémie globale qui a frappé tous les pays. Oh, mais ça, ce n'était pas notre faute. C'est pas de notre faute, absolument. Nous regardons ce qui s'est passé globalement en 2020. Ouais. C'est un choc externe. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant de voir que même quand on n'a pas souffert, comme on a d'autres pays, mais il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de secteurs d'économie qui ont payé un prix très cher. Le tourisme, par exemple. Les hôtels, les restaurants, les auberges, mototaxis, taxis. On va parler même de l'industrie musicale, la culture, les artistes, les rappeurs, les musiciens. Tout ça, ce sont des secteurs d'activité. On parle des secteurs, par exemple, l'agriculture, producteurs de mamba, de cassave, de melons, de fruits, qui alimentaient les hôtels et les restaurants. Tout cela ont eu beaucoup de problèmes dans l'année 2020. Donc l'instabilité, elle était naturellement sanitaire. Maintenant, il y a aussi l'insécurité concernant les vies et les biens. C'est une année où très souvent, les unes de métropole étaient liées à la question de la criminalité, à la question du kidnapping, du rapt, et puis du contrôle de certains espaces du territoire par des gangs ou des bonnes armées. Donc, en quelque part, cette année aussi a été caractérisée par cette insécurité-là. Sans parler de certains assassinats spectaculaires. Absolument, merci de me le rappeler. Tout ça font partie de l'insécurité des vies et des biens qui ont caractérisé 2020. Et le dernier I, c'est l'imprévisibilité, on va dire l'incertitude. Aujourd'hui, Serge Clan, ni vous, ni Wendell Théodore, ni Richard Widmayer, ni Jerry Tardieu, ni Jovenel Moïse, personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois ou dans 6 mois. C'est l'incertitude totale en Haïti de la part tant des acteurs que des agents économiques, que des citoyens de la société. Nous vivons une crise politique, nous vivons une crise multidimensionnelle, nous avons une situation où il y a quand même une certaine angoisse, une certaine peur, qui se reflète d'ailleurs par le débat sur la date de la fin du mandat du président. Il y a certains groupes qui parlent, et ils sont certainement majoritaires, du 7 février 2021, mais il y a le président et ses alliés qui aussi, dans la même constitution, vont puiser l'article qui estime que c'est 2022. Donc c'est un cas classique qui explique d'ailleurs que nous avions tant lutté pour l'amendement de la Constitution, parce qu'il y a des exemples, ils sont légion comme ça, où la Constitution a des lacunes, des faiblesses, des flous qu'il faut absolument corriger. Donc, l'incertitude, c'est aussi que les agents économiques et les investisseurs, ils supposent personne n'investit. Donc, il n'y a pas d'emploi créé. Donc, il y a une situation d'attente. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et je suis sûr qu'à la fin de cet entretien, nous allons essayer d'analyser ensemble les perspectives de 2021. Donc, voilà en gros, Wendell Théodore, les 3 I que je mets en avant pour analyser et caractériser un peu ce qui s'est passé pendant l'année 2020. Donc, incertitude, instabilité et imprévisibilité. Si vous deviez classer les événements de 2020, événements de tous ordres, qui ont marqué cette année, j'ose dire en bien ou en mal. Bon, j'imagine que la colonne des en mal sera nettement plus importante que la colonne de en bien. Mais qu'est-ce que vous mettriez? Quels sont les événements marquants pour vous de l'année 2020? Est-ce que ça commence avec le Pays Loc? Est-ce que absolument. Le carnaval saboté par les fantômes 109 oui. Bon, enfin, pour vous, oui. C'est quoi? Mais que l'on prenne le Pays Loc, que l'on prenne le carnaval saboté, que l'on prenne les différentes manifestations de la crise politique, le problème, c'est qu'il y a un problème politique. Donc, il y a un problème d'instabilité politique. Donc, l'année 2020 a été caractérisée par une instabilité politique dès le départ. Et quand on a instabilité politique, de toutes les façons, ça fait le lit de tous les autres problèmes à venir. C'est ce qui va nous donner, par exemple, un taux
c'est ce qui va nous donner que les banques ont un taux d'improductif plus élevé. Ça veut dire que comme il y a beaucoup plus d'entreprises à faire faillite ou à ne pas respecter leurs obligations, automatiquement, c'est un corollaire de l'instabilité politique. Le problème, c'est qu'il y a moins de rentrées pour l'État. Donc, l'État a des besoins et est obligé de creuser le déficit budgétaire. Et maintenant, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des déficits incontrôlés, nous rentrons dans une spirale où la monnaie nationale va se déprécier. Et c'est aussi un deuxième élément important de l'année 2020, c'est la chute spectaculaire de la gourde par rapport au dollar. Dans un premier temps, et une remontée presque tout aussi spectaculaire, qui font que les observateurs avisés comme vous et d'autres journalistes bien avisés se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que le sujet est assez important et pour nécessiter que nous nous y attardions, n'était-ce que 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? En général, Serge Clan, une politique de taux de change est un levier utilisé par un État, un pouvoir, un gouvernement, comme stratégie de développement. On peut décider de réduire les taux d'intérêt. Exactement. Ou alors la monnaie, là, on peut déprécier sa monnaie nationale de telle sorte que son économie soit plus attractive aux investissements étrangers et à l'industrie textile, à toutes sortes de secteurs portés vers l'exportation et même à la production nationale. En Haïti, ce n'est pas le cas. En Haïti, ce n'a pas été une peste qui a été planifiée dans le cadre d'un projet national à long terme. Je pense qu'il y a eu à un certain moment, malheureusement, une appréciation de la gourde. À un certain moment, elle a été excessive et elle a été trop vite, dans le sens qu'elle ne pouvait que répondre à une spéculation de certains acteurs, notamment des acteurs qui se situent dans le secteur informel. Parce qu'il ne faut pas jamais oublier ça. Les banques commerciales ne contrôlent que 40% des opérations de change. 60% de ces opérations sont en dehors du secteur bancaire. Donc, pour réagir, la Banque centrale a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire qu'elle est intervenue. Mais cependant, elle est intervenue avec, je dirais, probablement un excès de mesures ou d'une façon qu'elle ne l'a jamais fait, de telle sorte qu'elle a créé automatiquement, elle a fait une injection en dollars. Plusieurs. Ce qui a eu comme effet de faire redescendre le dollar par rapport à la gourde, donc de faire apprécier la gourde. Mais on est passé de 118, 120 gourdes pour en arriver à 60 gourdes. Donc, je ne suis pas sûr, et je suis même certain que la Banque centrale ne s'attendait pas à ce que le marché réagisse de la sorte. C'est très technique, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que à partir d'une dépréciation importante, il y a des agents économiques qui disposent de beaucoup de gourdes qui ont capté des dollars. Et maintenant, qui, sachant que l'économie doit reposer sur des fondamentaux, les ont gardés. Donc, il y a une rareté de dollars, ce qui a expliqué que c'était difficile, même quand on avait un taux qui figurait à 60-65 gouttes. Mais il dit toi à 60-65 gouttes, mais à jeune non. À jeune $100 000, à jeune $200 000. Donc il y a eu un marché noir. Or, l'économie repose sur des fondamentaux qui sont la production nationale, qui sont l'exportation, qui sont la stabilité macroéconomique, le respect de certaines normes économiques, notamment de ne pas dépasser certains déficits budgétaires. Et j'estime qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les fondamentaux reprennent en fait leur droit de réguler, je dirais, par la main invisible d'Adam Smith, la question du change. Donc le change ne se règle pas à coup de décret, le change se règle à partir de 2 choses. D'abord, il faut qu'une économie soit solide, et deuxièmement, c'est le marché. La demande et l'offre qui vont déterminer Alors moi, j'estime que la valeur réelle, ou qui soit la plus plausible pour la gourde face au dollar, doit se situer aux environs de 95, même jusqu'à 100 gourdes. Je pense que si les autorités s'organisent pour s'assurer que la monnaie locale soit stabilisée aux environs de 95 et 100 gourdes, je pense que ce serait favorable à l'économie. C'est ma position personnellement. J'aimerais introduire un petit peu de politique dans tout ce que vous venez de dire. Vous parliez des recettes de l'État, mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment que l'État a fait tout ce qu'il fallait pour rentrer toute une série de recettes qui sont là à portée de main? Je parle des recettes douanières, je parle des recettes de l'OAVCT, je parle des recettes de l'ONA. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce domaine-là, le politique a fait ce qu'il fallait? Non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est passé de 11 milliards de gouttes en 2019 d'investissement de dépenses de l'État à 15 milliards.
Donc l'État a dépensé beaucoup plus en 2020 qu'en 2019. Cependant, qu'est-ce qu'on remarque de les rentrées? Elles ont été stagnantes. Donc on dépense beaucoup plus alors que les rentrées restent les mêmes. Et il n'y a pas de disposition, pour éliminer la contrebande au niveau des frontières et pour élargir l'assiette fiscale. Oui. Qui seraient deux dispositions qui auraient dû être prises en 2019 pour compenser, je dirais, ce différentiel en termes de dépenses additionnelles. Ça fait quand même 45 milliards. Et puis, malheureusement, et c'est toujours le déficit qui se creuse. Et dès lors qu'il y a un déficit budgétaire, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on a fait là, on va avoir une dépréciation de la monnaie locale. Et c'est ce qui est arrivé cette année en 2020. Mais ces manquements pourraient quand même être assez facilement corrigés. Est-ce que c'est imputable au fait que non seulement la corruption est galopante, mais son corollaire, qui à mon sens est encore plus important que la corruption elle-même, l'impunité est tout aussi galopante? Oui, c'est les deux. Et c'est autre chose, c'est plus que ça encore. Je pense qu'il y a malheureusement un désordre généralisé au niveau des finances publiques. Il y a eu des tentatives d'accord cette année encore, en 2020, pour un cash management, c'est-à-dire entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Mais il y a tellement d'urgence, tellement de besoins, il y a tellement de dépenses, il y a tellement de pression politique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs que, tant au niveau des finances qu'au niveau de la Banque centrale, il y a une totale autonomie de ces acteurs institutionnels face au pouvoir en place. Moi, j'aime toujours dire, Wendell Théodore, nous sommes aujourd'hui en Haïti dans une république AI. Tout est provisoire, tout est passager, tout est intérimaire, je dirais. Correct. Le directeur de la police est intérimaire, le gouverneur de la Banque centrale, les mairies qui dirigent toutes nos communes sont intérimaires. Ça qui peut-être pas bien aborder point ça avec vous en tant qu'ancien parlementaire, directeur Dieu, fin de la législature. Oui. C'était en janvier. Ce qui allait donner lieu à un gouvernement ou encore à un début de gouvernement par décret. Oui. Ben, il reprochait parlementaires autour que nous ne pas faire travail, non? Oui, avec raison. Premier monde qui reproche ça, c'est moi-même, à travers un livre que j'ai écrit dans l'affaire du Parlement. Et qui samedi? Le sous-titre 4 années de combat et des idées pour demain. Premier samedi, Wendell Théodore, c'est que le Parlement n'a pas fait travail. Et nous payons prière pour ça. Sous sondage bride là-bas que 3 cas, mon pas au Parlement bien. C'est parce que le Parlement a travaillé pour ça. Moi, personnellement, j'ai déposé 3 propositions de loi. Une loi sur la mais qu'est-ce que ça nous a fait? Qu'est-ce que ça nous a fait? Non, écoute. J'ai envie de savoir parce que vous avez quand même été payé pour. Non, mais il y a un... Quand je dis vous, je parle des parlementaires, des députés, des sénateurs. Oui, mais la question de sa formulation, et avec tout le respect que j'ai pour le grand Wendell Théodore, elle est un peu simpliste dans le sens que le Parlement est une assemblée politique. C'est-à-dire que ce n'est pas une unité monolithique qui prend une décision. Oui, mais ce n'est pas seulement en Haïti que le Parlement est une assemblée politique, partout ailleurs. Oui, mais ce qu'il convient de dire dans ce cas-là, c'est qu'il y a une majorité au niveau de la Chambre des députés qui ne s'est pas mis au travail pour voter les lois qu'il fallait. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, quand quelqu'un de la minorité, un député de l'opposition comme moi, quel que soit l'effort consenti, pour autant qu'on se heurte à une majorité, le Parlement, c'est la dictature du nombre. Donc, en fait, on a un Parlement qui a été improductif de par le fait qu'il y avait une majorité qui n'a pas compris l'importance de voter des lois. Moi, ce n'est pas parce que je les ai proposées, moi, mais il y a plein de propositions de loi qui auraient pu être votées. Le député Franck Cloutier en avait, le député Manès Louis-Joseph en avait, le député Roger Milly en avait, il y a des députés même de la majorité, le député Wolf Papillon avait de bonnes propositions de loi. J'avais une proposition sur la police nationale, une sur le crédit bail. Donc, le problème du Parlement, en tant que corps, c'est que trop souvent, on a mis des politiques dans le bail. Trop souvent, Wendell Théodore, c'est sénateur sud-est, il a une bonne proposition de loi, on va le bloquer. Alors, on me dit ça, son blague, oui, c'est pas, c'est pas un destin, moi, vous, non? Bien que c'est un bague, c'est possible. Si vous nouvelle constitution, pas bien sénateur. Ah ouais? donc, le plus souvent, il est là pour bloquer. Il va bloquer Serge Clan parce que si la proposition de loi l'a passé, il va faire un capital politique. Malheureusement, en Haïti, c'est le grand péché de la démocratie parlementaire. C'est que dans l'autre pays, vous avez l'impression que là où son député ou sénateur dépose une proposition de loi, ils ont gardé le pour mérite salier, mais ils n'ont pas gardé le sous capital que le monde qui dépose de la. Non, mais est-ce que c'est pas pour payer un Yoel d'abord? Est-ce que c'est pas pour payer un Yoel d'abord? Ou bien parti Yoel? Parce que ça qui arrive, républicain ont un projet, démocrate pas ou le même genre, et puis ils n'ont pas d'accord que le passé.
Oui. Mais vous autres, en Haïti, on n'a pas l'impression que l'intérêt du plus grand nombre importe. On n'a pas cette impression. C'est bloqué. Oui. J'ai envie de poser une question. Non, mais c'est correct. C'est correct. Et je souscris. J'ai envie de poser une question encore plus brutale, excusez-moi d'avance. Puis tu me devines à grand box, mais. Est-ce que... Non, c'est pas à Jerry Tardieu personnellement. Non, c'est une blague. Que je m'adresse, mais est-ce que finalement cette absence de résultats constatés au niveau du Parlement, c'est pas d'abord et surtout un problème d'incompétence? Je sais que la question est difficile pour l'ancien député que vous êtes. C'est correct, bon. C'est correct. On nous retourner dans la Constitution avec le travail que nous devons faire. Et je vais avoir raison. Parmi ça, nous joignons dans les secteurs que nous visitons, dans tout le pays, c'est question d'incompétence parlementaire. Et nous demandons, pour que dans l'éventualité que nous avons l'autre Constitution, il faut nous gagner des balises. Et des balises pour que ce n'est pas n'importe qui monde. Même si n'importe qui monde qui n'a pas de compétences académiques, qui ne comprend pas le dossier, qui ne peut pas venir légiférer pour moi-même à moi-même. Maintenant, son problème lié pour deux raisons, Serge. Malheureusement, en Haïti, ce n'est pas toujours les gens qui ont des compétences académiques qui ont une intégrité. Souvent, on connaît une série de bagages faits dans le Parlement, c'est les gens qui connaissent le faire. Ouais. Et c'est des choses très répréhensibles, qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas patriotiques. Maintenant, en même temps, nous signons des conventions, nous ne pouvons pas gagner une approche discriminatoire, ou nous avons une commune qui n'est pas fait grande classe, mais qui a une colonne vertébrale de droite, qui respecte les têtes, qui a une vision pour la commune. Donc, c'est comment trouver la balance entre la compétence exigée aux parlementaires pour que techniquement, ils parlent, pour qu'ils produisent une loi, pour qu'ils débattent dans la loi, et puis, organisons pour que le Parlement, c'est des gens qui ont certaines éthiques qui viennent là-dedans. Ça veut dire que, je dis, on va un bon monde qui fait ça qui passe à dehors et puis qui vient cacher dans le Parlement parce qu'il y a une immunité. Il faut dire, donc, en fait, c'est pour me répondre à la question, on n'a pas l'affirmative, pour quelle raison? Son problème de compétence, mais son problème d'intégrité et d'éthique. Parce qu'on ne doit pas avoir de compétence, mais on a éthique, on a intégrité, on cherche consultant et pour un bon législature. Mais il y a des gens qui sont capables de dire, est-ce que vous pensez, monsieur, qu'une nouvelle constitution viendra résoudre les problèmes d'Haïti? Est-ce que vous y pensez? On a toujours joué une question ça. Député, vous travaillez un peu sur la question de la constitution. Mais nous n'avons pas de problème de constitution, nous avons un problème de monde. Nous avons un problème de mesdames, politiciens qui ne veulent pas accepter les règles du jeu. Mais les deux sont vrais. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est vrai que nous avons un problème de monde. C'est-à-dire que nous avons un problème de élite, une classe politique qui ne peut pas jouer jouer de politique là. Qui ne peuvent pas respecter les démocratie. Parce que vous avez des gens qui disent que pendant qu'on dit que la Constitution est source d'instabilité, la Constitution a un problème, mais nous ne pouvons jamais essayer d'appliquer une fois. Oui, c'est pour ça que ça, c'est une vérité qui est correcte, mais en même temps, tout le monde m'a dit un bagage. Nous n'avons pas besoin d'un cartel magistrat ou membre. Il y a plus de problèmes qu'autre chose. Nous n'avons pas besoin d'espace côté député avec sénateur, il y a une possibilité pour venir influencer pour que ce petit ménage, petits amis, petites familles qui pour ministre, secrétaire d'État et consul ou ambassadeur, sinon on ne va pas lever mais il faut ranger ça. Nous n'avons pas besoin de quitter des charges dans le Parlement. C'est rare, oui, pour que le Parlement baille un monde qui te servi d'État de charge. Henri Bazin, qui c'est une ministre qui est respectée dans le pays, que tout le monde connaît pour l'intégrité. Eh bien, elle mourit jusqu'à présent, il n'y a pas de charge. Donc, il y a un ensemble de bails dans la Constitution, fondamentalement, parce que c'est vrai que il y a un problème. Cependant, je vais rappeler nous encore une fois, nécessité pour moi une constitution n'est pas à cause d'aucun problème. Le problème, c'est par qui mécanisme, et j'en fais là capable de plus de problèmes que plus de solutions, l'arrivée côté de braler. Et toujours prendre opportunité ça pour me toujours mettre en garde. Et tout le monde qui travaille sur cette constitution me dit attention. Le processus participatif et inclusif représentatif des secteurs de la vie nationale est important, quelle que soit la validité, la justesse d'un texte législatif. Inclusif, voulant dire, bien évidemment, Jerry Tardieu, aussi bien la majorité que l'opposition. Absolument, il faut que, et pas seulement. Non, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, nous avons besoin de l'autre constitution, mais il faut que Jovenel parle là-dedans. Bon. Est-ce que ça tient debout? C'est une formule. C'est une formule. Naturellement, le président de la République, aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que dans son incapacité à créer du consensus, est devenu très très souvent
un irritant dans le cadre de discussion sur des choses importantes. Parce que, en fait, sa présence seulement, on est capable de dire, il braquer une série de monde en raison du fait qu'il n'a pas fait confiance. Et je pense que de ce point de vue-là, l'article 136 fait de lui le gardien des institutions. Et c'est dommage qu'en 2020, si on n'a pas parlé d'un problème politique, c'est parce que le président de la République, d'abord, n'a pas eu les capacités de mettre ensemble les acteurs pour trouver un accord politique. Naturellement, il ne faut pas dédouaner aussi les autres acteurs politiques qui peut-être n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités en tant que chef de parti pour pouvoir essayer de trouver une solution. Mais ce n'est pas à eux qu'il faut jeter la première pierre, c'est à Jovenel Moïse, président de la République. Pourquoi, Serge Clan? Il y a une phrase du président brésilien Getúlio Vargas qui m'a toujours marqué. Il eut à dire: il n'y a pas d'adversaire politique que je ne puisse transformer en ami en moins de 2 heures de temps. La politique est la théorie des intérêts croisés, la capacité de prendre de la dimension, de prendre de la hauteur. Moi, je pense que 2020 a encore été une année où le président de la République, du haut de son statut, aurait pu être celui qui met autour de la table, qui prend un recul et qui met autour de la table les forces de la société civile, les forces politiques pour qu'elles trouvent elles-mêmes la solution à la crise. Parce que là, on est en plein dans la crise et on va aller encore plus près de la crise et on sera plus près du trou parce que malheureusement, en 2020, nous n'avons pas pu trouver un accord politique pour nous sortir de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et vous diriez quoi à ceux qui pensent qu'il n'y aura jamais de démocratie dans quel que soit le pays, encore moins Haïti, sans des démocrates? Je dis que ce n'est pas vrai. Haïti est un pays qui a connu des belles périodes de démocratie et qu'il en connaîtra encore. Maintenant, faut-il bien qu'il n'y ait pas un gouvernement qui gouverne par décret seulement? Faut-il bien que les règles soient respectées par les uns et les autres? Faut-il bien qu'il y ait un parlement qui soit fonctionnel, qui vote des lois? Ça ne peut pas être un parlement où les parlementaires sont là pour se servir et non pas pour servir l'État. Et comment y arriver? Eh bien, d'abord, moi j'ai une vision, je dirais, qui... Ça commence par l'éducation. Et par l'éducation de très très tôt. C'est à l'école primaire qu'il faut apprendre la tolérance, qu'il faut apprendre la différence, qu'il faut inculquer certaines valeurs. Pas un secret dans fait quoi là. La société qu'on a là, au Parlement, c'est la même que nous avons dans tous les secteurs de la vie nationale. Les problèmes au Parlement sont les mêmes dans la presse, sont les mêmes dans le monde culturel, sont les mêmes dans le secteur privé, sont les mêmes dans le domaine. Il y a un problème, il faut repenser l'éducation de l'être haïtien à partir de la primaire pour qu'on puisse espérer dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années avoir un pays moderne. Moderne de par le respect de certaines valeurs, certaines normes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous nous envoyez à une échéance d'une génération. Bon, écoutez, dans Sanouye là, ça va prendre plus qu'une génération pour sortir du trou. Il faut, excusez-moi d'être un oiseau de mauvaise augure. Il aurait bien aimé pouvoir vivre ce changement. Voilà. Il vivra le début du changement. Et ce que vous êtes en train de nous dire là, eh bien bon, c'est comme si on n'aura pas le temps de voir ça. Oui, mais enfin, dans le même temps, comme disait Mao, le plus long des voyages commence par le premier pas. Encore faut-il mettre ce premier pas. Quel doit être ce premier pas, Géry Tardieu? Est-ce que vraiment, il faut commencer par l'éducation? L'éducation, c'est du long terme. Mais dans le court terme, qu'est-ce qu'on pourrait, là, maintenant, faire qui puisse apporter une petite lueur d'espoir? Très bien. En tout cas, pour les hommes et les femmes de ta génération, je dirais une chose, c'est que, au fond, dans la vie, ce n'est pas tant la victoire qui compte que le combat. Donc, tu as beaucoup d'années pour pouvoir combattre, même quand tu ne verras pas la victoire. Donc, ça, c'est pour fermer cette parenthèse et pour répondre à ta question. À court terme, que faire? Et ça nous met déjà dans les perspectives d'avenir. Puisque au fond, à court terme, nous sommes fin 2020, court terme, c'est janvier 2021. Il faut absolument que nous puissions trouver une formule où les forces politiques et les forces de la société civile s'asseyent et décident d'un plan, d'une proposition de sortie de crise qui tienne la route. Et il faudra aller trouver une feuille de route qui inclut, je dirais, des fondamentaux. De quoi parle-t-on? Pour repartir à zéro, il faut qu'il y ait à un moment ou à un autre des élections libres, honnêtes et démocratiques. Comment les avoir? D'abord,
il faut qu'il y ait un conseil électoral permanent qui soit monté. Qu'on n'a jamais réussi à faire de 87 à nos jours. Il faut un conseil, l'heure est arrivée d'avoir un conseil électoral permanent qui soit issu d'une négociation, d'une discussion, d'un grand accord patriotique historique. Il faut une loi électorale. Dans cette loi électorale, il va falloir trouver des choses comme les critères pour qu'on soit député ou sénateur. Il faut absolument corroborer la demande que la diaspora puisse voter, qu'elle bénéficie, puisqu'elle bénéficie déjà de la double nationalité de par les amendements de 2011, donc elle a le droit de voter. Il faut que ça soit clair dans la nouvelle et dans la loi électorale. Et je crois comprendre que dans son article 372, l'avant-projet de loi électorale aujourd'hui soumis à l'exécutif dispose des provisions permettant aux Haïtiens de la diaspora de voter. C'est un acquis en 2020. Ceci dit, les gens ne le réalisent pas, mais il faut dire à la nation, il faut dire aux amis de la diaspora qu'il y a dans l'avant-projet de loi électorale soumis par le CEP de Léopold Berlanger au président de la République un article 372 qui vient consacrer le droit de vote des Haïtiens vivant à l'étranger. Ou sont Haïtiens qui vivent à Washington, il faut qu'à voter les élections dans le pays. Atlanta, Miami, Boston, Chili, Mexique, c'est rentrer en Haïti pour venir voter ou bien voter côté OEA? Côté OEA. Parce qu'il y a toujours une possibilité pour venir voter en Haïti. Ce n'est pas évident pour à côté. Et c'est très évident pour autant qu'il y a la volonté politique et pour tout autant que ce soit inscrit dans les textes de loi. Parce qu'il y a plus de 100 pays, Wendell Théodore, qui permettent à leurs ressortissants de voter à l'étranger. Tout à fait. Or, Haïti est un pays qui repose sur le dos des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous ne pouvons pas nous compter sur eux pour financer l'activité. Plus de 4 milliards. Plus de 4 milliards. Et puis, qu'on y a là, nous décider que laisser à faire voter, c'est pas qui garde. Ça dit, nous pas pays haïtiens passés. Non, mais est-ce que on a tout tiré au clair question ça? Est-ce que diaspora intéressée pour voter ou bien il est intéressé pour venir participer à titre de candidat dans l'élection? D'abord les deux, mais participer comme candidat, ça fait tout le temps. Bon bon candidat là, il prend livre Vabsen, ça il prend on congé puis toute la journée candidat député et diaspora candidat là. Il y a même eu un candidat à la présidence multimillionnaire. Oui, non, ça son bagage qui monnaie courante. Mais problème là c'est que jodi a eux-mêmes ça ils voulaient capable de voter pour le président de la République. Ouais. Et c'est ça que nous devons faire, parce que c'est pour un faveur à faire. Yo haïtien même gens avoir avec. Le principe de la double nationalité est admis. On pas dire que bon, ça va coûter cher non, faut nous investir dans les machines, dans les équipements pour mettre dans les consulats, les ambassades et tout autre logement préposé à cet effet pour que les haïtiens dehors aillent voter. Et pour que ça d'après eux-mêmes malgré toute lutte qui mène pour ça, leaders politiques nous ensemble avec les gouvernements qui se sont succédés au cours de ces 30 dernières années n'ont jamais accepté qu'il y ait vote électronique. Bon, vote électronique ou bien vote de la diaspora? Parce que vote électronique... Non, on ne va pas voter tout sans vote électronique. On ne va pas dire ça. Non. Ça dépend du système qu'on va mettre en place. Bon exemple très simple. On doit décider qu'on vote à l'étranger et pour décider qu'on centre de dépouillement on côté à l'étranger. Ça dépend qui ça parle dans la loi électorale là. Ou bien tout, pour qu'à décider que bulletin de vote ou rapatrier en Haïti à travers on long courrier sécurisé. Pas de problème. Il ne pas dépendre de l'autre. Vote électronique, mais qui s'est passé en Haïti? Vote électronique, mais qui s'est passé? Nous t'avons jamais arrivé là. Mais pour niveau méfiance, avec suspicion qui gagne entre les Haïtiens, est-ce que je dis à nous parler pour nous accepter que son machine qui dit nous, Wendell Théodore, sénateur dans le Sud-Est? Moi, pas connaître si nous arriver là. Par contre, moi-même, son nez qui remet modernité dans tout ça me fait, y compris dans le parcours politique. D'ailleurs, nous arriver là. Même pas su que mais c'est bien collectivement. C'est bien dommage que nous pas même oser faire expérience, oser tenter. D'accord. Au moins, on aurait pu essayer. Parce qu'on prend un mois pour faire le résultat. C'est position. L'élection. On prend un mois et demi, 2 mois pour faire le résultat d'une élection en Haïti. Le vote électronique aurait permis que vous proclamiez ces résultats rapidement. Correct. Oui, mais c'est vrai que le vote électronique, ça coûte cher à installer. Et ça pas nécessairement par rapport aux dépenses. Non, mais si on prend le cas des votes des étrangers vivant à l'étranger, prenons le cas de la France, puisqu'il y a une ambassade de France en Haïti. Tous les Français inscrits à l'ambassade de France en Haïti
votent à toutes les élections françaises. C'est le cas pour une centaine de pays. Bien sûr. Et là, vous allez à l'ambassade, vous avez les petits bulletins que vous mettez dans une petite enveloppe, comme au 19e siècle, que vous lâchez dans une urne. Et le soir, une fois que c'est fermé, il y a un regroupement avec des représentants des différents candidats qui sont là, qui font le dépouillement, qui arrivent à un résultat qui est certifié par le président. Et c'est ce résultat qui est envoyé en France. C'est pas les bulletins. Ouais. Bon, moi, en tout cas, moi-même, je pensais que ce n'est pas vote électronique qui est un problème. C'est plutôt peut-être point de vue pour là. La méfiance, qui est-ce qu'on est là, qui est dans un consulat, ou bien dans une ambassade, ou pas dire que qui a prêté objectif, qui a prêté au-dessus de la mêlée. Ah, mais il faut arriver là, oui, Wendell. C'est-à-dire, il faut arriver dans un scénario que Serge Classe décrit là. Ça veut dire qu'on Haïtien qui vivent Brooklyn, qui vivent Santo Domingo, qui vivent Santiago, qui vivent Boston, qui vivent à Paris, qui vivent en Suisse, qui vivent en Belgique, les élections, il faut le capable de tout de blanc, même si cool en Haïti, pour la faire la ligne dans l'ambassade côté lié, ou bien qui peut côté le RTA, ou au consulat, et puis pour le déposer, bulletin de vote. Nous devons, diaspora nous ça, nous devons femmes et garçons qui travaillent dur pour financer l'économie haïtienne dans ça. Et je pense c'est une plus gros acquis que nous avons gagné si ça sont réalité dans les années à venir. Et si nous parlons de 2020 et nous parlons peut-être d'un acquis, on nous tout dit que son acquis peut-être que nous ne pas. Parce que je dis, là, difficile pour l'autorité, tu as fait nous comprendre que les Haïtiens n'ont pas droit voter à l'étranger. Parce que dans avant-projet de loi électorale, dans l'article 372, il est là. Et je pense que politiquement, c'est en disposition suicidaire pour nous avoir l'autre projet de loi électorale dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qui peut apparaître sous nous et puis pas de provision ça, qui peut permettre aux compatriotes de voter, ça va vivre le bon de l'eau. C'est droit et c'est devoir nous pour nous permettre de voter, parce que les Haïtiens même jamais. C'est plus que leur droit ou notre devoir, c'est l'intérêt général, bien compris. Oui, ça va dynamiser aussi la démocratie, ça va permettre à unir, à unifier les Haïtiens de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Donc ça va donner une nouvelle dynamique. Investissement. Etc., parce que pour autant qu'on fait mon senti l'Haïtien tout bon vrai, parce qu'on permet de voter, là, on l'autre regard sur Haïti. Par contre, moi-même, pour dernier point, j'ai une opinion, Jerry, sur les. Ces derniers jours, on parle beaucoup de dialogue, on parle aussi de transition. Comment est les 3 premiers mois de 2021? Très difficile. Extrêmement difficile. Pour qui ça? C'est parce que jusqu'à présent, moi, il y a des timides tentatives entre les forces politiques, notamment de l'opposition, les forces de la société civile, de se parler, de s'organiser. Moi, noté que la conférence épiscopale haïtienne offrit tête comme un médiateur pour autant que partenaires pas soumettre dedans. Nous-mêmes, dans le mouvement en avant, et c'est moi qui coordonnateur national AI Mouvement, nous pensons que c'est un bon bagage. Et nous avons tout profité, avant même que nous déclarions officiellement à travers les canaux et des réseaux sociaux, nous-mêmes, en avant, nous prêts à aller dans des discussions sous l'égide, sous les auspices de la conférence épiscopale haïtienne, qui sont entités morales, il y a la Fédération protestante haïtienne, il y a la coalition des vaudous haïtiens. Bon, il se trouve que c'est la conférence épiscopale. Okay? Donc, nous-mêmes, nous estimons que pour autant que nous, de bonne foi, c'est un premier pas. Pourquoi ça, c'est un premier pas? Ça veut dire que nous connaissons déjà qui bonne qu'à rencontrer pour ne pas recevoir, pour ne pas l'appui, et moi, je connais avec eux, au moins, un petit manger. Avec de l'eau sous table pour ne pas mourir ni soif ni grand. Donc, nous avons côté nous qu'à rencontrer pour nous parler. Kounia, c'est qui est-ce qu'a rencontré et quel sera le menu à l'agenda. Et je pense que semaine ça, c'est ça qu'a fait, capable de dire fin mois de décembre, l'objet de toutes les préoccupations. Donc, nous pensons que première semaine du mois de janvier, si consultation ça pour tes fruits, a gagné avant 7 février 2021, une grande rencontre, préférablement sous l'auspice de la conférence épiscopale, côté que ensemble, nous allons essayer de joindre solution. Et solution, on va passer par un accord entre nous d'abord, et préférablement avec tous les partis, inclus le parti au pouvoir, pour nous capables de joindre une sortie de crise, pour que plus devant
papitrice. Jerry Tardieu, est-ce que cette expérience n'avait pas déjà été tentée à l'Annonciature en une première fois et à l'Hôtel Marriott une deuxième fois? Est-ce que ça ne s'était pas traduit par un échec? Parce qu'elle avait été mal faite et elle avait été faite dans un temps où la maturité de la situation n'était pas encore arrivée à point nommé. Je dis à côté nous arriver là, je pense qu'il y a un pile acteur politique qui prend conscience d'un côté comme de l'autre, mais aussi de nécessité que si nous ne pas mettre tête nous ensemble, côté nous aller là, nous tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça que nous-mêmes, étant une voix de la raison, voulant porter une parole de sagesse, de modernité, mais aussi de fermeté, parce que nous voulons mettre responsabilité à tous sous le président qui lui-même, de par l'article 136, il est le garant des institutions. Donc c'est lui qui doit être au-dessus de la mêlée avant tout le monde. C'est sa capacité de mettre les gens ensemble. Or, en 2020, nous n'avons pas vu ça. Maintenant, nous espérons que dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir trouver des éléments qui peuvent nous permettre de tisser un accord politique, patriotique, historique, où on peut proposer à la nation une sortie de crise qui peut nous permettre d'envisager à moyen terme, je dirais, et une situation beaucoup mieux que celle que nous vivons. Êtes-vous pour une transition après Jovenel Moïse? On est déjà en transition, et je m'explique. Dès lors qu'on n'avait pas réalisé les élections partielles législatives pour renouveler l'appareil politique au sein du Parlement, on était en dehors de la Constitution. Aujourd'hui, alors où je vous parle, les maires ne sont pas des élus, ce sont des agents intérimaires. Nous sommes sortis de la Constitution. C'est-à-dire, nous sommes entrés, j'ai entendu le président le dire une fois, et là, peut-être pour l'une des rares fois, il a raison. Nous sommes sortis de la Constitution. Nous sommes sortis du fonctionnement normal des institutions. Nous sommes sortis du système pour lequel nous avons massivement voté le 29 mars 1987 sous l'égide de cette constitution, qui est que le pouvoir est divisé en trois parties. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc nous sommes en transition dans le sens qu'il n'y a qu'un seul élu. Il y a peut-être 10 élus au Sénat, mais un Sénat non fonctionnel. Il y a un seul élu fonctionnel dans ce pays. Il s'appelle Jovenel Moïse. Et il y a un ensemble de forces, probablement majoritaires, qui indiquent que son mandat se termine le 7 février 2021. Lui, il campe sur une position que lui-même c'est 7 février 2022. Donc, la société est déchirée, la crise est totale, l'impasse est parfaite. D'où l'urgente nécessité pour que nous mettions Haïti d'abord, pour nous voir comment ensemble nous allons jouer nos modus operandi pour nous sortir dans ça. Est-ce que ce n'est pas ça le grand problème, Jerry Tardieu? Mettre Haïti d'abord. C'est le grand problème. C'est ce que j'ai vu au Parlement, c'est ce que je vois dans l'attitude de beaucoup, je dirais, de nos responsables au niveau du secteur privé, du secteur public. Oui. Et je remarque une chose, et ça peut être aussi une bouffée d'oxygène, parce qu'on regarde 2020, on regarde ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est une année difficile, c'est difficile de trouver des éléments pour que l'on puisse penser positivement à l'avenir, mais il y a quand même une jeunesse impliquée et disposé à se battre et à avancer. Moi, ce qui me vient de mes voyages en province, c'est que il me semble qu'il y a un second souffle. Il me semble qu'il y a une demande de la part d'une jeunesse qui est majoritaire, statistiquement parlant. Largement. 70% oui. de la population haïtienne est âgée de moins de 30 ans. Exactement. Donc, le désintérêt de la jeunesse pour la politique haïtienne, pour les questions nationales, il n'est qu'apparent. Je crois que s'il y a une bonne chose que moi j'ai tirée de mes périples en province et que je partage avec les téléspectateurs de l'émission du jour, c'est qu'il y a une jeunesse qui veut s'impliquer, qui va s'impliquer, et demain, il y a matière à espérer. Très bonne. Pourquoi ne pas remercier Jerry? Très bonne conclusion. Nous avons une dernière question pour nous poser, Jerry Tardieu, quand même. Jerry Tardieu, est-ce que la conclusion globale de tout ce qui vient de se passer ici ce matin, est-ce que ce n'est pas que Wendell Théodore et moi, nous avons interrogé peut-être le futur président de la République, ou en tous les cas, un futur candidat à la présidence? C'est le moment de vous déclarer, Jerry Tardieu. Les dernières questions sont toujours les questions pièges. Non, je crois que j'ai pris la décision de continuer à m'engager en politique. Je suis aujourd'hui coordonnateur national AI d'un mouvement qui symbolise la modernité, le changement et qui aspire à rassembler beaucoup de jeunes et beaucoup d'Haïtiens vivant en diaspora. Et ce mouvement présentera probablement des candidats à tous les postes électifs lorsqu'il y aura des élections
honnête, crédible et transparente avec un CP accepté par les partis et un environnement sécuritaire adéquat. Aujourd'hui, je pense que nous n'en sommes pas encore là. On n'a pas parlé de la sécurité brièvement. Mais le jour où cela viendra, je pense que le mouvement en avance sera prêt à faire face à ses responsabilités. Maintenant, quant à moi, j'avais commencé l'émission en disant que ni moi ni vous ne sait pas ce qui va arriver dans une semaine, dans un mois. Je ne peux pas dire où je serai et qu'est-ce que je ferai lors des prochaines élections. Mais je sais que je prendrai toujours mes responsabilités face au pays. Eh bien, voilà une réponse qui me paraît parfaitement claire, même oui. si elle est très politique. Oui. Merci beaucoup, Jerry Tardieu, de nous avoir accordé un peu de votre temps ce matin pour répondre à nos questions sur les bilans oui. de l'année 2020 et les perspectives pour 2021. Merci, Jerry Tardieu, et bonne continuation. Merci beaucoup, Serge Klein. Merci, Wendell Théodore. Moi, je vous dis heureuse année 2021. Heureuse année à tout le monde et à tous les téléspectateurs Radio Télé Métropole. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde.